Bonjour à tous, j'espère que vous me voyez et que vous me recevez bien, que vous m'entendez bien. Je suis ravie de vous accueillir à ce 5e webinaire de la semaine de l'innovation et du digital RH organisé par le Top Employers Institute que je vais représenter cet après-midi. Aujourd'hui, donc on va parler de la mobilité et du recrutement à l'heure du prédictif. Donc, je suis Jessie Boulanger, j'interviens en tant qu'account manager au sein du Top Employer Institute et j'aurai le plaisir, après quelques éléments de contexte et de présentation, de passer la main à David, donc David Bernard, qui est CEO et co-founder de Assess First, une solution prédictive. Salut David. Salut. Solution prédictive pour optimiser les pratiques en termes de recrutement. Donc, outils prédictifs, on va aussi avoir du coup l'intervention de Julie Lahaye et de Kevin Piriou, qui sont respectivement Talent Acquisition Manager et responsables de recrutement au sein de Saint-Gobain. Salut David, salut Kevin, salut Julie, pardon. Salut David. On a prévu à peu près 45 minutes d'échange pour après pouvoir répondre à toutes vos questions sur une petite quinzaine de minutes à la suite. Quelques mots donc, sur le Top Employer Institute. Le Top Employers Institute, c'est l'autorité internationale et indépendante qui audite et certifie les pratiques et les stratégies des entreprises en termes de ressources humaines. On travaille main dans la main avec les directions RH pour mettre en place un audit et faire émerger un état des lieux de l'ensemble de leurs pratiques sur tous les domaines de la gestion des ressources humaines, donc depuis l'attraction et l'arrivée d'un candidat en interne jusqu'à sa sortie. Et pour vous donner quelques chiffres, on a cette année certifié plus de 1600 organisations avec une méthodologie globale, et ce dans 119 pays. On estime qu'on a impacté ainsi la vie de 7 millions de collaborateurs de façon positive. Donc, en bas à droite, vous pouvez voir les différents sauts de certification Top Employer. Donc, vous avez le saut national, donc pays, vous avez le saut bleu Europe, donc lorsqu'une entreprise est certifiée dans 5 pays de façon continentale, et puis vous avez le saut or global quand une entreprise est certifiée dans plus de 23 pays dans le monde. Une vue d'ensemble de nos entreprises, de nos Top Employers 2020, ils sont au nombre de 91. On voit Saint-Gobain juste ici. Je suppose que vous en reconnaissez plusieurs, donc plusieurs logos, plusieurs groupes connus qui, bien qu'ils jouissent d'une notoriété certaine, utilisent notre sceau pour valoriser leur marque employeur, mais aussi pour se benchmarker entre eux et avoir une vue d'ensemble de leur positionnement, de leurs pratiques et de leur stratégie RH par rapport au marché et aux autres entreprises certifiées, et donc bénéficier bien sûr des insights en termes de best practice qui en découlent. J'en profite pour vous informer qu'on a lancé dernièrement notre programme 2021. Donc, le programme est ouvert jusqu'en fin septembre, donc aux candidatures, pour prétendre à une certification 2021. Avant de passer la parole à David, je vais vous donner quelques éléments de contexte, donc qui sont issus de notre audit, de notre dernier audit. Quand on a demandé à nos top employers de nous donner leurs 3 priorités en matière de planification stratégique des effectifs, voici ce qu'ils nous ont répondu. Donc, premièrement, assurer la cohérence des RH avec les objectifs de la stratégie de l'entreprise. Anticiper, prédire les besoins en compétences. Et puis, troisièmement, fournir des renseignements sur les besoins actuels et futurs afin de construire une stratégie organisationnelle. Donc, on comprend à travers l'expression de ces 3 priorités-là qu'il est plus que jamais important
pour les RH d'identifier et de prédire les compétences clés par rapport aux impératifs stratégiques et business des entreprises. Petit aparté, je tenais à retourner sur à revenir sur ce qu'on disait en début de semaine avec Luc Tardieu de Juliette Starwin, c'est que la data RH est la plus grosse source de données en entreprise, donc en interne, après la data client. On voit côté Top Employers Institute que 90% de nos entreprises certifiées sont équipées de SIRH. C'est d'ailleurs une évolution de plus de 10% par rapport à l'année d'avant. Donc, on voit que c'est devenu essentiel pour les RH d'être équipés d'un outil technologique pour les supporter au quotidien. Et puis, par contre, on voit que 59% des entreprises exploitent ces données avec des indicateurs, donc sont capables de traiter intelligemment, de traiter ces données depuis leur plateforme digitale. Donc, on voit clairement que les RH se rendent compte à quel point la donnée RH est précieuse et peut être analysée. En tout cas, on verra avec David plus tard comment tout ça va fonctionner et qu'il y a encore une marge de manœuvre du coup pour les 30% qui ne le font pas. Concrètement, et pour revenir sur les trois enjeux, trois priorités de nos top employers précédemment, concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, à 80%, ils évaluent constamment la pertinence entre un poste et les compétences associées avec les profils, donc les profils de poste, les compétences associées. Et puis, 66% analysent donc les critères de top performers pour alimenter la définition de critères afin de sélectionner les candidats lors du recrutement. Donc on voit deux tendances, c'est d'évaluer en interne, de faire l'état des lieux du besoin en compétences et de l'adéquation entre les compétences clés et les impératifs stratégiques des entreprises, et puis pour aller plus loin, une notion de prédiction, parce qu'on va voir ce qui se fait de mieux pour s'appuyer sur des critères de définition de profil. Deux chiffres un peu parlants. Alors, au cours des dernières années, on a constaté que les entreprises, et surtout nos top employers, s'étaient dotés ou utilisaient de plus en plus d'outils digitaux pour fonctionner, que ce soit pour évaluer, pour former, pour recruter, pour attirer sur les réseaux sociaux. On se met de plus en plus au point au niveau digital. Et par exemple, ce chiffre de 66% des top employers qui utilisent des outils d'évaluation en ligne dans leur processus de talent acquisition. Par contre, ce qu'on voit, c'est que 27% des top employers seulement utilisent des outils de matching. Et là, c'est à ce moment qu'on rentre vraiment dans l'aspect prédictif de données, et on verra par la suite avec David le recrutement, donc l'aspect prédictif au service du recrutement. Et donc, il y a une certaine marge de manœuvre, une assez grande progression, une marge de progression sur l'utilisation de ces nouveaux outils intelligents et prédictifs. Et je tiens à redire que notre panel, c'est nos top employers, et qu'on suppose que du coup, toute entreprise confondue ferait effectivement baisser cette moyenne. Donc, je vais passer la parole à David pour rentrer enfin dans le vif du sujet. David, est-ce que tu peux? Ouais. Alors, c'est parfait. Je viens de partager mon écran. Est-ce que vous... On le voit. Oui, on le voit. C'est bon?
Ok, super. Donc, l'idée, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravi d'être ici euh, avec Julie et Kevin, justement, pour parler de l'approche prédictive, que ce soit en recrutement ou on va le voir dans la gestion de la mobilité en interne. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de vous faire un petit état des lieux, justement, de ce qu'est le recrutement prédictif, parce qu'on parle beaucoup de l'approche prédictive, mais c'est vrai qu'on peut avoir tendance parfois à faire un petit, comment dire, à mixer deux approches, à se dire, voilà, il y a le matching, il y a le prédictif, est-ce qu'on parle vraiment de la même chose? Donc là, je vais vous faire une petite définition rapide de l'approche prédictive. Donc, c'est quoi le recrutement prédictif ou la gestion prédictive des talents? Cette approche prédictive, elle va consister tout simplement à permettre d'identifier parmi un ensemble de collaborateurs en interne ou de candidats à l'externe, eh bien, quels sont celles et ceux qui, au final, auront la plus forte probabilité à la fois de réussir, également probabilité d'être heureuses, engagées dans l'activité, dans le poste pour lequel on veut les recruter ou les faire évoluer. Donc la spécificité vraiment de l'approche prédictive par rapport au matching, par exemple, qu'on entend souvent, eh bien, c'est qu'on ne va pas s'appuyer sur les critères classiques qu'on va retrouver dans un CV ou dans un profil LinkedIn, c'est-à-dire on ne s'intéresse pas spécifiquement à la formation suivie par les individus ou encore à leurs expériences précédentes, mais on va s'intéresser à qui ils sont, à leur potentiel. Alors après, la grande question est de savoir qu'est-ce que le potentiel. Eh bien, en psychologie, on va décrire le potentiel comme étant la combinaison unique de trois facteurs clés. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque individu est une combinaison de ces trois éléments. Donc, on va trouver tout d'abord ce qu'on appelle le raisonnement. Donc là, c'est plutôt les capacités cognitives. Donc ça, c'est vraiment comment est-ce que la personne va apprendre, comment est-ce qu'elle va résoudre des problèmes plus ou moins complexes. Donc ça fait partie des critères qui vont être de plus en plus importants à mesure que les années vont s'écouler. Pourquoi? Eh bien parce qu'on est dans un monde où voilà, on sait qu'il y a une obsolescence des compétences, il faut que chacun soit en capacité à se réinventer continuellement. Donc, premier critère, le raisonnement. Deuxième critère pour définir le potentiel, ce sont les moteurs, les motivations des individus, c'est-à-dire qu'est-ce qui les met en mouvement. Et enfin, le troisième facteur, c'est ce qu'on appelle la personnalité. Ça va permettre de comprendre comment une personne va se comporter au naturel, que ce soit en situation normale ou en situation de stress. Donc, comment est-ce qu'on évalue ces trois éléments? On a créé des modules qu'on appelle de data collection, ce sont des questionnaires qui vont permettre de recueillir de l'information. Donc, on a développé un module, par exemple, qui s'appelle Brain, qui permet de valider les capacités cognitives de l'individu. Drive, on va évaluer 20 facteurs de motivation. Et avec Shape, on va faire le point, bien sûr, 20 traits de personnalité. Alors, l'idée, c'est pas de se retrouver avec plein de data dans tous les sens. On a créé des algorithmes qui, à partir du moment où une personne a complété tout ou partie de son profil, eh bien, on va pouvoir identifier quels sont ses talents naturels. Donc, c'est quoi les talents naturels chez un individu? C'est toutes ces choses, ces tâches, ces activités, en gros, qu'une personne sera capable de faire au plus haut niveau, mais tout en restant dans son naturel. Parce que normalement, eh bien, c'est là que la personne va pouvoir exceller véritablement. Alors, quand on parle d'approche prédictive, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, ça consiste tout simplement à rapprocher les talents naturels de chacune, de chacun, par rapport à ce qu'on appelle un modèle prédictif. Et cette notion de modèle prédictif, elle est fondamentale parce que c'est la pierre angulaire, j'ai envie de dire, de toute cette approche. En fait, c'est un petit peu, vous savez, comme une job description. Quand on recrute quelqu'un, on va se donner des critères. Généralement, on définit, ça peut être des niveaux d'études, des types d'écoles, des années d'expérience dans tel ou tel secteur. Eh bien, en fait, un modèle prédictif, c'est ça, mais pas du tout sur les mêmes critères. C'est ça, on définit des critères, mais encore une fois, en termes de raisonnement, motivation et personnalité attendue. Et donc, l'objectif ultime de l'approche prédictive, eh bien, ça sera de permettre à chaque fois de répondre à trois questions, que ce soit en recrutement ou en gestion de la mobilité. La première question à laquelle on doit être capable de répondre, c'est est-ce que cette personne que j'ai évaluée, est-ce qu'elle est en capacité à faire le job, c'est-à-dire à prendre en charge les tâches, les missions qui lui sont confiées? Est-ce qu'elle pourra le faire au sein de l'équipe qui est en place? Généralement, on ne travaille pas seul, on va avoir une ou un manager, on va avoir des collègues, et est-ce qu'elle pourra le faire dans ce qui va faire la spécificité culturelle de mon entreprise? Parce que, eh bien, travailler chez Saint-Gobain, c'est pas la même chose, c'est rien, moi, que de travailler chez Renault ou dans une banque ou peu importe. Donc, comme je vous disais, la partie là, qui est cruciale, c'est
justement, c'est ce fameux modèle prédictif. Donc, toute la question, en gros, de l'approche prédictive, c'est comment on crée des modèles. Donc, il y a 3 façons de procéder. Soit vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des modèles de benchmark. Un modèle de benchmark, c'est quoi? Faut vous dire que, par exemple, peu importe le partenaire avec lequel vous travaillez, en gros, comment dire, la mise en commun de l'ensemble des données de tous les clients sur des bases va permettre justement d'avoir des modèles de référence. Par exemple, si on prend les 5 millions de personnes qui ont été évaluées, qu'on prend tous les data analysts, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver en qualité de critères, en termes de critères qui caractérisent les data analysts. Et on va faire ça pour à peu près 400 métiers. Donc l'intérêt, c'est que c'est particulièrement adapté quand on veut faire de l'orientation de carrière, par exemple. C'est-à-dire une personne ne sait plus trop ce qu'elle veut faire, ce dont elle a envie. Voilà, ça lui permet d'ouvrir le champ des possibles, de lui donner des idées. Maintenant, la limite de ces modèles, moi, je ne conseille pas de les utiliser en recrutement. Pourquoi? Parce qu'ils ne retranscrivent pas les spécificités de votre entreprise. D'accord? C'est-à-dire que être data analyst chez vous ou dans une autre entreprise ou dans une autre, forcément, il va y avoir des différences qui peuvent être sensibles. La deuxième façon de procéder, c'est de sélectionner vous-même directement les critères que vous souhaitez intégrer, aussi bien en termes de personnalité, de niveau de raisonnement que de motivation. Donc là, par exemple, vous avez les critères pour le leadership. On peut en enlever, on peut en rajouter. Donc, on va faire ça pour la personnalité, pour les éléments de motivation. On va définir également un niveau de raisonnement en fonction de la complexité des tâches que l'individu aura à gérer dans le cadre de son travail. Alors ça, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre justement, vous, de définir ultra précisément ce que vous attendez. En fait, ça reproduit assez bien, je trouve, ce qui se passe dans le recrutement traditionnellement. C'est-à-dire que généralement, quand vous faites un recrutement, vous allez échanger avec le manager ou la manager pour lequel vous recrutez. Et puis, voilà, vous allez définir quelles sont les compétences techniques attendues, quelles sont les soft skills qui sont attendues, quelles sont les qualités pour travailler au sein de l'équipe, avec tel ou tel manager éventuellement, quelles sont les valeurs qui seraient bien que la personne possède. Donc ça, c'est intéressant, c'est vraiment génial, parce que c'est du sur-mesure, entre guillemets. La limite qu'on peut y voir, c'est que, comme dans toutes les approches de ce type, ça peut être assez subjectif. C'est-à-dire que parfois, on peut plus avoir tendance à projeter la représentation qu'on se fait du job plutôt que ce qui est véritablement utile. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé au fil du temps une autre approche, c'est la dernière que je vais vous présenter, donc là qui va s'appuyer justement sur un modèle d'intelligence artificielle et qui va prendre en compte la réalité du terrain. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est pas de vous dire on va faire confiance à des experts externes ou alors nous projeter notre subjectivité, mais l'idée, c'est de se dire ok, on a déjà des gens qui sont dans l'entreprise, qui font le job, il y en a qui marchent très bien, d'autres qui sont un peu plus en difficulté peut-être, comme dans toutes les entreprises. Comment on peut tirer parti de toute cette data? Donc là, il faut vous dire que par exemple, vous avez demandé, je ne sais pas, imaginez que vous recrutiez un account manager, vous en avez déjà qui travaillent dans votre entreprise, vous pouvez leur demander de compléter leur profil de skills et de potentiel. Et ensuite, en appuyant sur un bouton, ça va déclencher le lancement de nos algos. Et là, automatiquement, identifier qu'est-ce qui caractérise ces individus qui sont en poste dans vos équipes, dans votre entreprise. Donc là, par exemple, pour les account managers, on voit que ce qui les caractérise, ce sont des gens qui prennent l'ascendant sur les autres, cherchent à convaincre, vont facilement vers les autres. On voit par contre qu'ils ont des scores plutôt modérés, on va dire assez faibles, on consulte avant de décider, donc assez indépendants, des gens qui s'adaptent bien au changement, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On va lister également les moteurs qu'ils ont en commun, les motivations, ainsi que les niveaux d'aptitude qu'on retrouve chez eux. Donc ça, c'est bien, c'est sympa parce que, plus que sympa, c'est hyper intéressant parce que ça vous permet de vous appuyer sur l'analyse de l'existant. Mais après, on peut se dire, ouais, en effet, c'est intéressant, mais dans mon équipe, dans mes équipes, il y a certainement des gens qui sont très, très bons, mais il y en a peut-être qui sont un petit peu plus en difficulté actuellement. Et donc, c'est là que vous allez pouvoir calibrer le modèle. Donc ça, c'est hyper important. Donc, à partir du moment où vous avez fait un premier modèle, vous pouvez retourner à la liste des personnes. Et là, vous voyez qu'il y a 2 critères qui sont ajoutés, qui sont des critères de performance, donc sur 5, et critères d'attitude, pareil, ça sera sur 5. Et donc là, qui vont vous permettre de dire pour chacune des personnes dans quelle mesure cette personne
et au rendez-vous par rapport aux objectifs qui lui sont fixés, ça c'est la performance. Et l'attitude, c'est plus un critère qui est hautement comportemental, c'est-à-dire est-ce que la personne est alignée par rapport à la culture. Je vous donne un exemple, on peut très bien avoir une personne, par exemple un commercial, qui serait un très très bon vendeur, une très bonne vendeuse, mais par contre qui mettrait un petit peu le bazar dans l'équipe, ou alors qui aurait un sens de la compétition tellement aiguisé qu'en fait ça en deviendrait néfaste et délétère par rapport à l'ambiance au sein de l'équipe. Donc là, on va pouvoir caractériser ces éléments pour chacun. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir réutiliser sans doute la data que vous avez déjà dans votre SIRH. S'il y a des revues de performance, par exemple, qui sont réalisées et des entretiens régulièrement, comme c'est le cas dans toutes les entreprises. Et là, vous recliquez sur Valider. Donc, vous avez d'un côté toutes les datas liées au profil de soft skills et de potentiel des individus. De l'autre côté, toutes les datas que vous aviez déjà dans votre SIRH qui concernent la performance et l'attitude, et on va créer un modèle. Donc là, on voit que le modèle a été ajusté, il y a des critères qui sont enlevés, il y en a peut-être d'autres qui seront rajoutés, et on va ajuster également la liste des motivations. Donc tout ça, pour vous dire que voilà, ces modèles, c'est intéressant parce que ça va pour vous permettre vraiment de mapper ce qui se passe chez vous sur le terrain. Donc, c'est un avantage parce que ça permet de comprendre ce qui se passe. Et d'autre part également, bon, il y a quand même une limite, c'est que c'est bien à partir du moment où on a au moins 10 personnes. Sinon, c'est un peu compliqué de faire tourner les algos. Et donc, pour terminer, pour vous montrer comment ça peut être exploité par la suite, il faut vous dire, par exemple, là, vous ouvrez donc un nouveau poste de camp manager. Donc, vous pouvez avoir des candidatures internes, externes, peu importe. À chaque fois que vous avez des individus qui vont postuler, aussi bien candidats que collaborateurs, collaboratrices, ils vont arriver dans cette liste. Vous voyez le taux de correspondance, taux de matching, entre guillemets, par rapport au modèle. Et ensuite, vous allez pouvoir automatiquement, on a un petit bouton là qui vous permet d'identifier en bleu toutes celles et ceux qui collent parfaitement au modèle. En rouge, toutes les personnes qui ont quand même certains décalages. Et donc, parfois, même s'ils sont au-delà des 60%, parce qu'il peut y avoir des fois, vous savez, un effet de moyenne, c'est-à-dire qu'une personne va être très forte sur la perso, très forte sur les raisonnements, mais par contre, les motivations très, très en décalage. Donc, certes, elle est au-dessus de 60, mais par contre, c'est un faux positif. Et enfin, pour terminer, vous pouvez rentrer dans le détail de chacune des personnes. Là, vous dites OK, 72%, probabilité de réussite, probabilité d'engagement. On voit la superposition par rapport au modèle prédictif. On va avoir une analyse complète du potentiel en termes de points forts et de points faibles. La même chose pour le raisonnement, la même chose pour les motivations. Et si vous le souhaitez, même pouvoir télécharger un rapport avec des questions à poser, parce que tout ça, c'est pas qu'une affaire d'algo. À un moment donné, vous avez quand même travaillé avec les individus, donc c'est bien de pouvoir mener un entretien en face à face. Donc voilà ce que je voulais vous dire en termes d'introduction. Et donc je vais laisser la parole à Julie et à Kevin pour permettre d'illustrer le propos. Et démarrer, donc effectivement, le groupe Saint-Gobain, on conçoit, on produit et on distribue donc des matériaux et des solutions qui vont se retrouver un petit peu partout dans votre vie quotidienne. L'habitat, les transports, la santé, les infrastructures, les bâtiments. L'objectif du groupe, c'est vraiment de développer des matériaux et des solutions qui vont à la fois apporter du confort, de la performance, de la sécurité, mais aussi avoir un impact positif sur les enjeux d'environnement et de construction durable. On est présent sur l'ensemble de la planète avec, alors sur la slide d'après, vous pouvez voir un petit peu les chiffres qui représentent le groupe au niveau mondial. Je vais vous parler de la France puisque l'utilisation aujourd'hui d'Assess First, elle est sur la France qui représente un peu plus de 40 000 collaborateurs sur les 170 000 du groupe. On a plus de 100 usines et un peu plus de 2200 points de vente. Ça veut dire qu'en termes de ressources humaines, on a la nécessité de à la fois développer une politique RH qui soit unique, unifiée au niveau du groupe et en même temps qui s'adapte à des métiers et à des environnements de travail très différents. Puisque, alors si on peut revenir un tout petit peu, merci, puisque on va aussi bien travailler dans l'environnement, comme je le disais, de l'industrie, de la distribution et sur des métiers, je dirais que chez Saint-Gobain, on trouve à peu près tous les métiers qui existent, mais si on doit en citer vraiment des traits marquants au sein du groupe, on va retrouver les métiers de la recherche et développement,
avec des ingénieurs R&D et des data scientists, par exemple. On va retrouver des métiers dans l'univers de la production, mais qui peuvent aller vraiment de l'opérateur de production au directeur d'usine, en passant par des personnes qui sont spécialisées en maintenance ou en manufacturing 4.0. Sur la distribution, des métiers vraiment aussi bien de chef d'agence, de management de zone, de commercial itinérant, et puis tous les métiers terrain, de vendeurs, tout ce qu'on retrouve en supply chain, en logistique, et l'ensemble des fonctions support. Tout ça, ça nous amène à repenser en permanence les solutions que l'on utilise dans le recrutement. Saint-Gobain, c'est un groupe qui est très centré sur le sujet de l'innovation, mais pas que de l'innovation produit, également de l'innovation en termes de processus RH. Et c'est vraiment ce qu'on a souhaité faire avec le prédictif, c'est se poser la question de comment est-ce que l'on peut s'améliorer dans nos recrutements et comment est-ce qu'à travers le recrutement, on peut mieux accompagner la stratégie du groupe, comme on le voyait dans les réponses top employeur, aligner la stratégie de recrutement à la stratégie du groupe, la soutenir et aller trouver les potentiels de demain. Donc, le recrutement prédictif chez Saint-Gobain, il nous permet quoi? Il nous permet de travailler sur un sujet prioritaire qui est l'inclusion et la diversité. On a vraiment la volonté d'avoir une diversité large au sein de nos équipes pour construire une culture d'entreprise qui soit ouverte et engageante. Et comme le montrait David, le prédictif va permettre d'aller chercher ce savoir, ces compétences, ce savoir-être chez les candidats en essayant de sortir du prisme classique du CV. Le deuxième objectif, c'est vraiment d'aller recruter des potentiels. Des potentiels au sens de Saint-Gobain. Ça ne veut pas dire que si on n'est pas recruté chez Saint-Gobain, on n'est pas un potentiel. C'est plutôt de pouvoir préparer l'avenir en recrutant des personnes qui vont avoir une adéquation avec ce qu'on appelle chez Saint-Gobain nos attitudes, qui sont, on va dire, 5 comportements dont on peut être soutenir, comme on dit, la stratégie. Et enfin, vu vraiment recrutement, on s'est rendu compte à l'usage que le recrutement prédictif nous a permis d'accélérer nos processus de recrutement et vraiment de pouvoir être un soutien, un support à la prise de décision. Donc, je vais laisser la parole à Kevin. En fait, on va vous présenter 2 cas concrets puisqu'on n'utilise pas le recrutement prédictif pour l'intégralité de nos recrutements chez Saint-Gobain, mais comme toute solution, comme toute stratégie, on l'a utilisé sur des cas précis. Voilà, Kevin va vous exposer l'exemple de l'une de nos business units qui l'utilise et je reviendrai ensuite, moi, sur un cas d'usage beaucoup plus récent que l'on a lancé avec David au mois d'avril. J'ai juste une petite question avant. Est-ce qu'on nous voit toujours? Parce que je crois que j'ai désactivé la webcam sans faire exprès. Non? Non, c'est bon. Écoute, on vous voit tous les deux. Okay. Du coup, oui, on souhaitait vous présenter. Alors, au sein du groupe, on utilise la solution à plusieurs endroits. Et lorsqu'on s'est posé pour réfléchir un petit peu quelles étaient les réussites les plus avancées, il nous semble que le cas de la plume était particulièrement marquant. La plume plastique utilise maintenant l'outil de manière systématique depuis maintenant 1 an et demi. Et ça a nécessité véritablement un accompagnement au changement au sein même donc des équipes du management et un accompagnement au changement sur la culture recrutement. L'objectif de départ, c'était vraiment de se dire qu'on allait outiller les managers sur l'évaluation, leur permettre, parce que souvent ils peuvent se plaindre aussi qu'ils ne sont pas forcément accompagnés en termes d'outils et de leur donner une culture peut-être plus évaluation en entretien et également de sortir d'un recrutement peut-être plus au feeling. Sur la plume plastique. Alors, la plume plastique, pour vous donner un peu plus pour qu'on soit un peu plus concret sur ce qu'ils font au sein du groupe, en fait, ils vont vendre des solutions donc plastiques à destination du monde du bâtiment. Donc, c'est un réseau d'agences. Vous avez des négoces et donc un réseau d'agences sur tout le territoire français. C'est plus de 210 agences. Et donc, ils vont vendre, par exemple, des produits du type sanitaire. Vous allez trouver également du type assainissement, canalisation, etc. Et donc, produits plastiques, comme je disais tout à l'heure. La typologie de profil, là aussi, pour rentrer un peu plus dans la compréhension de ce qu'ils font, vous allez retrouver donc plutôt d'un côté un versant exploitation avec des chefs d'agence. Donc là, c'est vraiment des responsables de centres de profit. Vous avez ensuite une population donc, qui leur est souvent rattachée avec des magasiniers, des commerciaux itinérants, des commerciaux sédentaires, des vendeurs comptoirs,
des chauffeurs, etc. Donc plutôt un versant exploitation. Et d'un autre côté, des fonctions support qu'on connaît de manière assez classique dans d'autres entreprises, au niveau régional ou au niveau national. Donc sur l'utilisation de ce test, donc début 2019, elle s'est faite en 2 temps. Il y a eu un premier temps qui était plutôt accompagner la décision. Donc, c'était juste, on fait passer le test à tous nos recrutements. Donc, c'est vraiment de manière systématique. Et on vient débriefer le manager, le candidat, pour les aider à décider et de pouvoir statuer, de se dire, bon, on se pose un moment, on évalue le test et on se pose des bonnes questions. Désormais, il y a eu vraiment une deuxième étape où, cette fois-ci, on est venu construire des modèles prédictifs sur des besoins qui sont récurrents, qu'on voit apparaître donc de chefs d'agence, de magasiniers, de commerciaux, sur des typologies donc de profils qu'on a souvent en termes de recrutement. Et donc là, ce que disait David tout à l'heure sur cette partie-là, on est venu vraiment évaluer ceux qui étaient en réussite sur le job, ceux qui l'étaient un peu moins, pour construire des modèles prédictifs donc adaptés à la plume plastique. Puisque dans un deuxième temps, ils se sont également posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait accompagner la vision à long terme de l'entreprise et de se dire, bah, OK, on a également des personnes qui sont en réussite, mais est-ce que c'est vraiment les profils de demain? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on souhaite faire et accompagner dans le changement? Et ça aussi, ils se sont posé la question et donc ça a accompagné aussi cette deuxième phase de modèle prédictif. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que de manière générale, ils le font passer sur l'ensemble de leur recrutement aujourd'hui. Et on vous a mis sur cette slide un ensemble de résultats. Je ne vais pas tous les commenter, mais je vais en reprendre quelques-uns. Il y a un véritable changement de la culture recrutement, donc qui est davantage orienté évaluation des soft skills. Et quand on dit un changement, c'est des managers qui demandent désormais de manière systématique à avoir des débriefs, des tests. Donc, ils sont vraiment centrés soft skills. Et on a également quelque chose qui me parlait un peu plus et que je trouve également plutôt intéressante, c'est la constitution et la construction d'équipes qui sont plus hétérogènes. Le biais dans ce type de démarche, c'est souvent de se dire que finalement on va cloner et on va recruter des personnes qui ont les mêmes parcours. Alors avec le modèle prédictif centré soft skills, c'est finalement pas vrai. Puisque vu qu'on est centré soft, bah, peu importe votre diplôme, peu importe vos anciennes expériences, d'où vous venez, ce qui compte pour nous, c'est vraiment le soft et du coup de savoir qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter en termes de valeur ajoutée et en termes de savoir-être. Et donc là-dessus, ils sont également aujourd'hui les managers poser des questions sur la capacité à créer de nouvelles dynamiques de groupe, des profils plus hétérogènes au sein de leurs équipes, pour venir là aussi faire varier les compétences qu'ils amenaient. Et dernier exemple que je trouve aussi peut-être plus sympa parce que en tant qu'RH, là aussi ça peut être intéressant sur la projection. Aujourd'hui, on a des managers qui vont se poser la question de l'intégration, donc ils sont déjà dans l'anticipation en se disant donc avec le recruteur, bah voilà ce que tu auras comme compétences, voilà ce que tu n'auras pas. Et voilà comment tu vas pouvoir accompagner ce collaborateur dans son développement. Voilà ce qu'il va pouvoir t'apporter au sein de l'équipe. Et là aussi, les managers, en fait, sont déjà dans une vraie culture du management individualisée, alors même que la personne n'est pas encore en poste. Et je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce qu'on devait dire sur le sujet. Oui, en fait, ce qui est vraiment ressorti de ce cas à la plume chez nous, c'est que il a été finalement possible d'embarquer les managers autour de ce sujet et que ça n'en devient pas un sujet purement RH et que le recrutement prédictif va être un outil d'aide à la prise de décision. C'est vraiment important de le préciser. On ne va pas uniquement regarder le matching et dire « Ok, on recrute ou pas ». Comme le disait David, c'est avant tout une affaire d'humain, mais ça permet de lever un certain nombre de questions que l'on peut avoir, de rassurer, de mixer les équipes oui. et effectivement, comme le disait Kevin, de pouvoir travailler sur l'individualisation des parcours, ce qui est un vrai enjeu pour nous au sein du groupe. Ah oui, aujourd'hui, en fait, le test, il intervient entre un entretien téléphonique effectué par le recruteur et ensuite l'entretien physique. Donc, le candidat va passer le test entre ces 2 étapes. Et donc, quand je lui dis c'est un accompagnement à décision, on se pose à la fin entre les différents entretiens téléphoniques, entretiens physiques et résultats au test. Qu'est-ce qu'on se dit du candidat? Et ça vient vraiment compléter, en fait, un entretien classique qu'on peut faire de manière générale dans le recrutement. Exactement.
Je vais vous parler du deuxième cas et puis on pourra peut-être ensuite répondre aux questions. Il faut savoir qu'en fait, donc chez Saint-Gobain, on a créé une cellule d'expertise en talent acquisition au niveau de la France, à laquelle on appartient avec Kevin, et on accompagne l'ensemble des activités du groupe sur les recrutements. On avait pour habitude au niveau de la cellule d'utiliser Assess First, on va dire en mode classique, faire passer le test effectivement sur des recrutements en one shot. Et en 2020, le groupe a décidé, pris l'initiative de développer le sujet de l'apprentissage avec la création d'un CFA. Donc un CFA qu'on développe pour plusieurs raisons. On a identifié des filières de recrutement qui sont très pénuriques, sur lesquelles on a du mal à recruter et à recruter sur du long terme, notamment sur des métiers de commerce, des métiers de maintenance, des métiers de la logistique. Et ça, c'est tout secteur d'activité confondu pour Saint-Gobain. Je parle aussi bien pour la distribution que pour l'industrie. La volonté aussi, avec l'apprentissage, de préparer l'avenir du groupe, de contribuer, avec le recrutement prédictif, à développer la politique de diversité, parce qu'on sait que l'apprentissage est un véritable levier pour la diversité. Et pour compléter ce qui n'est pas affiché à l'écran, c'est aussi une poursuite de tout ce que mène aujourd'hui le groupe en matière de politique jeune et d'accompagnement de l'insertion des jeunes dans le marché de l'emploi. Tout ça pour vous dire quoi, avec le CFA, on s'est vraiment posé la question avec Kevin de comment recruter ces profils. On avait échangé avec certains acteurs du marché et on a besoin aujourd'hui de recruter 70 apprentis sur des métiers très différents, la maintenance industrielle et le commerce. Mais ce qu'on va rechercher avant tout, ce sont des personnes qui vont venir avec un savoir-être, des motivations, un potentiel. Potentiellement, sur la maintenance industrielle, on est sur des profils qui sortent de bac pro. Sur le commerce, on peut avoir des personnes soit qui sortent d'un bac+2, soit qui sont complètement en reconversion professionnelle et qui auraient par exemple commencé leur carrière comme dans la plomberie et qui se seraient rendus compte que finalement c'est la relation client qui les intéresse et du coup ils ont toute leur place chez nous. Et donc on s'est dit finalement comment faire une sélection sur le CV avec ces éléments-là. Il n'y a aucun élément que l'on peut aller chercher. On a donc décidé de mettre en place un parcours candidat qui soit différent de celui qu'on connaît d'habitude, avec une première inscription, on va dire, des étudiants sur un chatbot, 3-4 simples questions qui permettent de présélectionner le candidat sur la base de critères très simples liés à la mobilité géographique notamment et au diplôme pour la partie maintenance. Et derrière ça, on les envoie sur Assess First pour réaliser une partie du test. Et on a décidé pour le CFA d'aller cibler parce que ce sont des populations jeunes et que faire passer tout un test sur une population aussi jeune, on trouvait ça peut-être un petit peu lourd. On a décidé de se concentrer sur… David vous a présenté 3 parties sur le test Assess First. Pour la maintenance industrielle, on s'est centré sur la partie raisonnement pour aller justement évaluer les capacités de raisonnement et de résolution de problèmes chez les candidats, qui va être vraiment le centre, le cœur de ce qu'on va attendre chez un apprenti qui arrive au sein de notre CFA. Et ensuite, on va développer ensemble le reste. Et sur la partie commerce, un deuxième modèle prédictif qui, là, pour le coup, est complètement centré soft skills ou traits de personnalité pour aller chercher justement le potentiel et pouvoir recruter beaucoup plus de parcours atypiques. On est encore en cours de recrutement. La campagne est en plein boom, on va dire. Donc, on peut pas encore, exactement, on peut pas encore partager 100% de résultats. Mais par contre, on peut partager des premiers constats. C'est que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, là, le recrutement prédictif, il intervient finalement en présélection, ce qui est complètement l'inverse de ce qu'on a vu sur la PUM. C'est-à-dire que là, d'abord, le candidat passe le test et sur la base du résultat et de l'adéquation par rapport à nos attentes, on va le faire avancer ou pas dans le processus. On se rend compte que les candidats
qui matchent. Alors, je vais employer le terme de matching, même si je partage tout à fait l'avis de David. Quand on est sur du prédictif, on n'est pas sur du matching CV, mais on va dire les personnes qui collent à notre modèle prédictif ont d'excellents entretiens derrière et sont vraiment en réussite dans le parcours candidat. Là où on a encore quelques réserves, on se rend compte que c'est quand même un processus qui peut-être est un petit peu compliqué pour des populations jeunes. En fait, ils n'ont pas toujours une bonne compréhension de pourquoi est-ce que je passe un test alors que j'ai pas envoyé mon CV. Et on se rend compte que finalement, peut-être que ça va un petit peu vite en termes de changement, de culture du changement, et que sur ce cas pratique précis, c'est pas forcément nos managers qu'il faut embarquer dans la culture du changement, mais c'est plutôt les candidats. Et si on entend beaucoup d'études qui disent que ce qu'attendent les candidats, c'est le recrutement sans CV, c'est d'être recruté sur la personnalité, etc., in fine, dans la pratique, quand on leur propose cette solution, elle n'est pas encore toujours comprise. Donc, on a beaucoup de pédagogie aussi à mener par rapport à ça. Encore une fois, sur une population qui arrive tout juste sur le marché du travail pour la plupart et qui n'ont pas cette connaissance. On a hâte de terminer cette campagne de recrutement et de justement pouvoir… le CFA Saint-Gobain, c'est un projet qui va se dérouler sur plusieurs années. On a pour objectif de recruter à peu près 250 apprentis d'ici 2024. Et donc, on va pouvoir vraiment regarder dans le temps si les modèles prédictifs que l'on a définis nous ont permis déjà de recruter les bons potentiels. Et puis de comprendre comment on peut aussi ajuster ces modèles-là avec les premières réussites qui auront lieu dans les formations. Voilà ce qu'on voulait partager comme cas d'usage du recrutement prédictif chez Saint-Gobain. Je ne sais pas si on a des questions peut-être pour David, Jessie, nous. Oui, alors oui, en effet, j'ai quelques questions qui s'affichent. Alors, est-ce que cette solution s'intègre avec notre ATS? Donc, les personnes mentionnent ATS, donc je suppose que c'est une question pour toi, David. Je te laisse y répondre. Alors après, tout dépend de l'ATS, mais aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, on travaille en fait pardon, avec ce qu'on appelle un ATS middleware. En fait, on a un partenaire qui, lui, est déjà intégré, il est déjà pré-intégré avec ses 26 ou 28 solutions du marché. Donc, ça peut être toutes les solutions, hein, les Cornerstone, les Taleo, les SAP et ainsi de suite. Et donc, oui, il y a cette possibilité très facilement de faire une intégration. Et si jamais l'ATS ou la solution qui pourrait être une solution sur mesure ne fait pas partie des partenaires de notre ATS middleware, eh bien, comme on a une API, on peut potentiellement quand même faire l'intégration par le biais de notre propre équipe tech. Ok, merci. Alors j'ai une autre question. Alors je sais que Kevin, du coup, l'a abordé, en tout cas a répondu en partie à cette question. Est-ce que cette approche ne conduit pas, est-ce que l'approche que tu as présentée, David, ne conduit pas à produire des clones qui vont au final tous se ressembler en interne? Je vais répéter ce qu'a dit Kevin parce qu'il l'a dit au moins aussi bien que ce que j'aurais pu le dire. Mais c'est vrai qu'en fait, non. Du simple fait qu'aujourd'hui, par exemple, avec Assessors, on va évaluer, si on compte tous les critères, il y a quasiment une soixantaine de critères. Et si on prend tous les data points qui sont inscrits, qui sont enregistrés, on en a énormément. En gros, quand on définit un modèle prédictif, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on va retenir quoi? On va retenir 10, 12, 13, 14 critères tout au plus. Donc, sur ces critères-là, bien évidemment, on va avoir des attentes qui vont être précises. En revanche, sur tous les autres critères, là, eh bien, on a le champ libre. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, d'une part, ça va permettre, d'identifier ce qui est vraiment important. Peut-être d'arrêter de se dire, un bon commercial, c'est quelqu'un qui est comme ci, comme ci, comme ça. Non, en fait, peut-être qu'il n'est pas ni comme ci, ni comme ci. Qu'il est peut-être un petit peu comme ça. Mais par contre, il y a 5 ou 6 autres critères qui sont importants. Mais surtout, c'est l'idée principale, ce qu'il faut retenir, c'est se dire, voilà, on va faire le focus sur les critères essentiels pour la réussite et l'engagement dans le travail. En revanche, pour tout le reste, on ouvre les vannes, et ce qui va permettre généralement d'élargir le sourcing de manière assez conséquente. Et donc, de ce fait, de diversifier les typologies de profils.
On peut donner un exemple très précis sur l'exemple du CFA. On va avoir, par exemple, pour nos apprentis en commerce, des personnes qui viennent de finir un parcours, on va dire, un peu classique d'un BTS, alors ça s'appelle plus action commerciale, je crois, mais c'était NRC, NRC, voilà, qui termine un BTS commerce et qui l'ont réalisé en apprentissage, peut-être même dans le domaine de l'habitat et qui poursuivent du coup une licence, enfin un titre professionnel de niveau Bac plus 3 chez nous, dans le même univers et qui du coup se retrouvent à un niveau attendu en termes de recrutement prédictif et tout comme on peut avoir des personnes qui ont 5-6 ans d'expérience, qui ont commencé voilà, un petit peu sur différents métiers après leurs études sans avoir fait d'études supérieures ou de diplôme en particulier et qui vont obtenir les mêmes niveaux de résultats en recrutement prédictif et que nous, on va intégrer dans la même promotion parce que ils vont apporter des choses différentes et que la diversité, c'est là qu'elle va se mettre en place. Et là, on est très loin du clonage pour le coup. Ok, merci Julie pour ce complément de réponse. Alors j'ai d'autres questions. Est-ce que c'est vraiment pertinent d'écarter des candidatures externes ou externes sur ce genre d'approche en tout premier lieu? Alors dans ce cas particulier, c'est pas le cas. Le cas, oui. Ouais, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure en fait. Dans l'orchestration du processus, il y a bien un entretien téléphonique qui intervient en amont avec une sélection qui peut être basée sur le CFA, oui c'est le cas, mais même à la plastique. Il y a un échange avec le candidat qui a réussi en entretien, passe les tests et ensuite va en entretien physique. C'est vraiment un outil d'aide à la décision. Mais en rien, il vient évincer des candidats d'emblée. Alors, sur le CFA, on ne fait pas forcément toujours d'entretien téléphonique en préalable. Par contre, on ne s'interdit pas de le faire. C'est-à-dire que l'idée de l'utilisation du prédictif, et on n'est pas les seuls à le faire aujourd'hui sur le marché, c'est de se dire très bien. On va dire notre niveau de cible, c'est, je ne sais pas, moi, par exemple, 60%. David vous montrait tout à l'heure les pourcentages d'atteinte sur le prédictif. Voilà, on se dit que les candidats qui obtiennent 60% au test, enfin, sur le modèle, sont les candidats que l'on va appeler en priorité. Après, on peut constater que, par exemple, les populations féminines ont tendance à se sous-évaluer. Et que du coup, pour amener de la diversité dans nos équipes, on va peut-être se dire que en descendant à un matching à 50%, on intégrera plus de femmes dans nos promotions, mais que pour autant, elles seront pas moins bonnes dans le résultat. Voilà, donc en fait, c'est toujours aussi le recrutement prédictif, on ne va pas l'utiliser de manière absolue. On va le regarder par rapport à un marché candidat, par rapport aux échanges qu'on peut avoir, et on va toujours pondérer en fonction de la population que l'on interroge. Et là, sur cette population jeune, on pondère énormément. Si je peux compléter également, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, donc pour Saint-Gobain, voilà, c'est l'approche qui a été mise en œuvre et qui correspond parfaitement par rapport à leurs problématiques, encore une fois, par rapport au marché, ainsi de suite. Mais après, je pense qu'il faut se poser la question fondamentalement, quand on pose cette question, faut se poser la question de la pertinence, en fait, des critères de présélection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, il y a énormément d'études qui ont été réalisées pour valider, en fait, se demander, qui ont étudié, quand on doit présélectionner des gens pour différents types de postes, qu'est-ce qui marche le moins bien? Et on se rend compte que, par exemple, l'évaluation des capacités cognitives, ce qui est évalué au travers de Brain, aujourd'hui, c'est le meilleur prédicteur de la réussite professionnelle, de la réussite en formation. C'est le meilleur prédicteur également du nombre de promotions qu'une personne va avoir en interne. Et quand on met ça au regard, par exemple, je ne sais pas moi, d'un niveau d'études qui serait attendu, d'une expérience préalable de 3 ans dans le secteur, on se rend compte qu'en fait, on a des résultats qui sont sans commune mesure. Par exemple, aujourd'hui, on sait, même si c'est un mythe qui perdure, mais l'expérience, le fait, par exemple, d'avoir plus de 2 ou 3 ans d'expérience préalable dans un job ne garantit pas le fait qu'une personne va réussir. En fait, la corrélation, elle est quasiment de 0. Elle est de, je sais plus, 0,1, quelque chose comme ça, quoi. Donc, en fait, c'est vraiment, encore une fois, c'est adapté en fonction du contexte. Si jamais on est sur un marché, en gros, où il y a 200 candidats qui se battent dans le monde,
bon, ça n'a pas vraiment de sens de le faire passer en tout premier lieu. En revanche, si on est sur un marché où il y a énormément de volume, bah ouais, ça peut avoir du sens. On a des clients aujourd'hui qui le font passer en tout premier point de contact. Ok, merci David. Je crois que c'est tout. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. On peut en créer. Hein. Alors moi, j'ai une question. Du coup, j'ai une question. C'est pour Julie et Kevin. Est-ce que du coup, cet outil qui vous automatise et qui vous apporte énormément de traitement de données, de prédictions intelligentes, etc. Est-ce qu'au final, ça vous permet de mettre votre énergie stratégique sur d'autres projets, d'aller un peu plus loin et d'apporter du coup votre expertise de RH ailleurs, ou en tout cas d'aller un peu plus loin dans les projets que vous avez mis en place avec SS First, quelle que soit l'implication de ça. Oui, en fait, donc, je vous expliquais au démarrage que on a créé effectivement chez Saint-Gobain depuis 4 ans une cellule recrutement avec une orientation au départ axée, on va dire, sur les recrutements externes, mais avec de plus en plus un regard sur justement comment accompagner la mobilité interne. Et aujourd'hui, on se pose pas mal de questions sur l'utilisation. Alors, peut-être pas du prédictif en tant que tel, quoique ce que présentait tout à l'heure David sur le conseil, l'orientation, ça peut être intéressant parce que parfois on a aussi des candidats internes qui sont tout simplement en recherche d'un projet, d'une réorientation. Et c'est vrai que chez Saint-Gobain, on a beaucoup de métiers, on est en mesure d'accompagner, mais c'est pas toujours, on n'a pas toujours les bons outils pour les aider à prendre leurs décisions. Donc, ça peut être une piste intéressante, mais utiliser en tout cas la dimension test pour soutenir, accompagner des collaborateurs qui sont dans des processus de mobilité interne, ça peut faire partie des réflexions. Ok. Voilà. Après, l'énergie, on l'a toujours. Les projets, on en a 1000. En fait, sur la partie masse critique, quand même, sur un CFA, le flux de candidatures, c'est plus de 500 candidatures. Aujourd'hui, si on devait étudier l'ensemble de ces candidats avec un entretien téléphonique, je vous confirme que le temps nécessaire, ce serait immense. Et même en 2 mois de période d'alternance, on ne serait pas en mesure de le faire. Et quand on a développé cette solution, qui est une solution d'évaluation, l'ambition de cette solution, c'était aussi d'accompagner les recruteurs aujourd'hui dans la captation des candidats qui correspondent à notre projet de demain, aux candidats qu'on veut intégrer, au projet qu'on veut construire avec eux, et de faire gagner du temps à ces recruteurs. Il y a toujours, aujourd'hui, parmi les 500, il y a encore plus d'une centaine, c'était 250 candidats qui correspondaient, donc ça veut dire qu'aussi, il y avait matière, mais peut-être que du coup, on leur a permis de gagner du temps effectivement dans le recrutement et de se concentrer sur les profils qui nous paraissaient adaptés à notre culture d'entreprise, à notre stratégie de développement, voilà ce qu'on voulait faire de cette filière commerce ou maintenance. Donc oui, c'est le cas. Oui, on change juste le prisme de présélection pour sortir du CV et faire la présélection différemment. Et ça, c'est une véritable ambition stratégie globale, c'est une véritable ambition du CFA, c'est de créer de la diversité dans les parcours, dans les profils, la provenance. C'est vraiment un enjeu. Et l'ACS First nous a permis aussi de se concentrer sur des softs, de se concentrer sur du raisonnement et de se dire, on sort de ce prisme-là. On va accompagner, par exemple, des étudiants qui pouvaient être quelques années avant en échec scolaire, mais qui ont maintenant un projet, une motivation, envie de construire quelque chose. On va le faire avec eux parce qu'ils correspondent à ce qu'on recherche. Et donc ça, c'est aussi notre ambition. Enfin, c'est ce qu'on voulait faire avec ce test-là. Merci beaucoup. Je pense qu'on va bientôt dépasser le temps. En tout cas, on est pile poil dans le timing. Et je vous remercie tous les trois. Merci David, merci Julie et merci Kevin. Et donc, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et merci à tous les participants, tous ceux qui ont participé à ce webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.